Dans les cours précédents, nous avions rappelé, c'est toute la problématique de la morale. D'accord? Est-ce qu'il est important d'être animé par une certaine forme de sagesse, d'intelligence, d'instruction, ou au contraire, il est important d'être moral? Et de temps en temps, on a le sentiment dans le monde que ce sont deux termes contradictoires. Enfin, comme si on pouvait, comme si on aurait pu dire, ce n'est pas ce que je pense, mais comme si on aurait pu dire que les gens simples, alors sont des gens qui ont une moralité facile, et les gens qui sont instruits ont une tendance à être totalement dénués de moralité. D'accord? Et aux yeux du monde, ce qu'il importe, c'est, semble-t-il, selon certaines civilisations, de parler, encore une fois, des prouesses de la technologie, des prouesses de l'intellectualisme à outrance, de la modernité, quitte à ce que ça soit en contradiction avec la morale ou l'inverse. Évidemment, ce sur quoi je mets l'accent dans la tradition hébraïque, justement, c'est le fait que la morale et la sagesse vont de pair l'une avec l'autre. J'ai souvent expliqué que vous avez dans différentes civilisations, au nom du fait religieux, au nom du fait spirituel, des comportements justement qui sont en contradiction avec la morale et qui, d'un point de vue strictement hébraïque, n'ont pas lieu d'être. N'est-ce pas? On sait très bien dans toutes ces civilisations, toutes ces spiritualités, qu'une personne soit morale ou non, quand elle est religieuse, bien, c'est pas tellement important. Ça peut aider qu'elle soit morale, ça peut être sympathique, mais pas plus que ça. Mais ce qui importe, c'est qu'elle soit consacrée au sacré. Et quand on est dans la philosophie, comme nous le savons, la philosophie aimer la sagesse, là encore, on a le droit d'être un philosophe moral. Mais un philosophe n'est pas automatiquement moral, n'est pas automatiquement animé par la moralité. D'accord? Alors que justement, du point de vue de la tradition juive, eh bien, les deux vont de pair. Et on pourrait se dire, est-ce que c'est un moyen, encore une fois, d'être instruit, d'être sage euh, pour être moral, ou alors peut-être l'inverse, on est moral en vue d'être intelligent, j'en sais rien. Mais je répète encore une fois, peut-être je reprends rapidement pour que ce soit bien clair. Ah oui, il y a un autre détail qu'il faut absolument que je rappelle. C'est le lien de l'individu par rapport à la nation. De manière générale, vous savez pertinemment, et on a eu l'occasion de l'évoquer ensemble, sur le fait que un individu peut être totalement animé par la morale, à titre individuel. Mais naturellement, dans ce rapport en société, eh bien, cela peut varier, cela peut vaciller, parce qu'il est compliqué de mettre en place une nation qui soit totalement animée par le bien, par la morale. D'accord? Donc, en réalité, la nation va du coup être influencée par les individus qui vont la constituer. D'accord? Donc, plus les individus vont être des gens, justement, qui vont prôner telle ou telle vertu, plus la nation va en bénéficier. Dans le peuple juif, c'est exactement l'inverse. Pourquoi? Parce que la neshama de chacun est toujours attachée à l'entité de la nation tout entière. Donc, plus la nation est forte, pour le coup, plus la nation se révèle avec des valeurs justes, plus automatiquement les individus qui vont constituer cette nation vont être profondément élevés. Et comment la nation devient forte? Parce qu'elle est animée par la providence divine, d'abord et avant tout. Parce que je te rappelle qu'avant de rentrer en Eretz Israël, eh bien, nous savions déjà où nous allions rentrer. Donc notre lien avec la terre d'Israël préexiste à notre pénétration sur cette terre. D'accord? Nous sommes le peuple juif avant même d'en être conscient. C'est quelque chose qui est rattaché à une dimension, encore une fois, plus élevée que cela. D'accord? Regardez, s'il vous plaît, Samer Bet. Donc, Tachlit HaChochma. Vous voyez, nous dit la Gemara, ce qui est en grâce c'est la Gemara. Tachlit HaChochma, Teshuva ou Maasim Tovim. Si tu es un homme qui est profondément sage, eh bien, ça va se traduire clairement par la volonté de faire le bien, par la volonté de vouloir se rapprocher de celui qui est, encore une fois, de celui qui est absolu. C'est clair sur ce point? Vous pensez bien que au grand jamais, il y aurait, je répète, un lien de causalité, un lien, pas de causalité, un lien de, non, pas un lien de causalité, un lien de prédilection, une liaison entre le fait d'être sage et le fait de bien se comporter. Et à ce titre, malheureusement, vous voyez bien que
quand vous allez voir un juif, pour le coup, on va le dire de manière très concrète, qui a une kippa sur la tête et qui jette une bouteille de Coca-Cola dans la rue, par terre, vous comprenez qu'il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? C'est pas très poli. Non, c'est pas question de politesse. C'est une question de son rapport à Kadosh Baruch Hu. Tu méprises Eretz Israël, donc tu méprises un Kadosh Baruch Hu. Donc ta Torah, elle ne vaut pas grand-chose. D'accord? Malheureusement, j'aimerais te dire que ça n'existe pas. J'aimerais te dire. Il y a 30 ans qu'on en parlait qu'il faut rien jeter par terre. Malheureusement, ok. Bon. C'est un comportement qui n'est pas à la hauteur. Mais encore une fois, quand tu dis n'aime pas Israël, à partir du moment où un juif est rattaché à la Torah, il est censé avoir un rapport, encore une fois, peu importe quelque chose après la controverse sur certaines notions, mais il est censé avoir un rapport, encore une fois, de respect, d'admiration, d'affection, de lien étroit avec Eretz Israël en tant qu'Eretz Israël. C'est aussi simple que ça. Et malheureusement, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore bien acquis cette problématique-là. Mais il est évident que ça montre un état où ça montre une réalité où malheureusement nous ne sommes pas encore en bonne santé totale. Mais surtout, comme j'ai coutume de dire, ce qui me chagrine, c'est pas le rapport entre soi et soi. J'accepte le fait qu'on ne soit pas parfait. C'est une réalité. J'aimerais, mais malheureusement, je travaille, je corrige, je répare à mon petit niveau aussi. Mais ce qui me paraît à chaque fois terrible, c'est dans un rapport qui manque de cohérence de soi vis-à-vis de son prochain. Je n'ai pas dit, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas dit qu'il était impératif automatiquement d'être toujours complaisant et sympathique et souriant avec son prochain. C'est pas, ça peut cacher une haine absolument terrible, ce genre de comportement un peu mielleux. C'est pas de ça que je parle. Mais d'avoir un comportement qui soit cohérent par rapport à la Torah qui m'est enseignée, par rapport à la Torah que je prône. Où tu as du respect pour Eretz Israël, où tu as du respect pour les infrastructures, où tu as du respect pour un juif en tant que juif, ou tu n'as pas de respect pour un juif en tant que juif. Donc la finalité de cette sagesse, elle, comme j'ai coutume de l'expliquer, Chochma Koach Ma, la finalité de cette sagesse, puisqu'elle te ramène à ton essence, elle te ramène à ta nature profonde. C'est pas? On va nous dire Rashi, Tachlit HaChochma, Ikara Shel Torah, Sheye Ima Tshuva ou Maasim Tovim. À quoi te sert ta Torah si tu es orgueilleux? Aussi simple que cela. D'accord? Et encore plus, je répète, on a le droit de ne pas être à la hauteur, mais on s'interroge, mais on se remet en cause. C'est pour ça qu'il y a Tshuva ou Maasim Tovim. J'accepte l'idée de trébucher, mais je veux réparer. Je veux être en cohérence devant Akadosh Baruch Hu. Tshuva, Ishlemut Mitzad Atzma. Tu l'auras, la Teshuvah, c'est d'abord être complet vis-à-vis de soi-même. Et vous savez pertinemment que la Teshuvah, puisqu'on a eu l'occasion d'évoquer avec 3 chapitres, que la Teshuvah n'est pas ponctuelle, elle est constante. Pas une Teshuvah Shlema serait évidemment d'être arrivé éventuellement à 120 ans. Et on est constamment dans cette dynamique de vouloir renouveler, de vouloir améliorer, de vouloir se renforcer à tous les niveaux. Charé, Ivra Adam Chasser. Vous comprenez la différence, puisqu'on est dans ces parachiotes-là, vous comprenez qu'à la différence de Esav, qui ne vit qu'au présent, il est né comme ça, il est né poilu, il est né à ses yeux déjà complet, déjà accompli. Pourquoi est-ce qu'effectivement, Rivka, notre matriarche, voit bien que c'est un pourri? Parce qu'il se croit complet alors qu'il vient de naître. Il n'y a rien de plus terrible que cela. Alors que justement, on se sait manquant. On se sait avoir un processus pas de complétion pour le coup, de complétisation. C'est pas tellement. Mais vous avez compris l'idée, quoi. D'accord? Chasser ou mishtalem, il se complète progressivement, peratson kono, pour être en accord vis-à-vis de son créateur. Veuyoter moil, mais l'univra shalem, il a plus de valeur, bien évidemment, que celui qui a déjà été façonné complet. C'est pour ça qu'une kolakavod, comme il est usuel de rappeler, le chien atteint rapidement son état de chien. D'accord? C'est très sympathique un chien. Mais un chien, a priori, il a rarement des problèmes, des complexes psychologiques où il se croit chat alors qu'il est chien, où il se croit
il se croit féminine alors qu'il est masculin ou je ne sais quoi d'autre. D'accord? Il a fait. Hein? C'est ça, peine de genre. Alors que l'homme, quand je dis homme avec un H majuscule, bien évidemment, eh bien, il est moins complet à sa naissance, mais on attend de lui une dimension, encore une fois, nettement supérieure à cet état de naissance dans lequel il est. Imken. Et chauffeur, je t'écoute, je l'arrive ou olé. Donc, réparer ses maladresses a plus de valeur. Beder yoter mais elou lo haya lo evut klal. Ça a même plus de valeur. Tu comprends pas? J'ai tellement de défauts. C'est parfait. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a donné un cadeau extraordinaire. C'est ça que ça veut dire. Tu as des forces extraordinaires, tu vas apprendre à les utiliser à bon escient. Le défi est est peut-être plus difficile, mais là, comme on dit, le jeu en vaut la chandelle, mais la finalité est beaucoup plus grande. C'est ça, semble-t-il. Les choses, c'est difficile. Non, ça c'est pas. Non, handicapé, c'est pas un problème moral. Tu comprends la différence? C'est ça. Handicapé. Bien sûr, ok. Handicapé, le pauvre, il y a une difficulté, évidemment. Il y a pas, exactement. Mais ça n'empêche pas que. Tu sais ce qui s'était passé, je crois qu'on en avait parlé, justement, le Rebbe Weiss, qui est allé voir un grand Amiram, il était rendre visite à un malade. Enfin un malade, un soldat qui avait été amputé du bras. Hein. Et le Rav Gervais était très ému parce que la question que lui a posée le soldat en question, ils vont lui mettre un bras en acier, et la question qui a ennuyé le Khayal en question, c'était de savoir sur quelle main il va mettre les tefilines. Puisque c'est censé être la main la plus faible, mais est-ce qu'il la met sur le bras d'acier ou il la met sur le bras? Et comment est-ce qu'il va faire pour prendre les arbataminim, les 4 espèces? Et le Rav Shervais était quand même totalement ému de voir la noblesse de ce jeune soldat, Baruch Hashem Ben Torah, qui avait à peine 20 ans. C'est ça la question qui l'interpelle. Donc tu comprends qu'il y a une noblesse déjà extraordinaire. La finalité de cette sagesse, la finalité de ce combat n'est pas pour en tirer un bénéfice. On n'est pas chez les Grecs, puisqu'on est en Kislev, on n'est pas chez les Grecs pour dire regardez comme je suis musclé. Regarde ce qui s'est passé pendant toute cette année avec les soldats. Leur finalité a été de parler, encore une fois, en faveur du projet divin, en faveur de l'âme Israël. Donc, la finalité de cette sagesse les a amenés à tenir des propos qu'on n'entend pas si fréquemment que ça, je veux dire, dans toute la jeunesse du monde entier. Donc, c'est exactement cela. Donc, le fait qu'il y ait quelque chose à réparer, c'est justement ce qui nous permet, en le réparant, d'arriver à une dimension supérieure à celle qu'on n'aurait pas eue si on n'avait pas à réparer. D'où le fait, dans la même optique, comme nous enseignent nos maîtres, que le chacham adif minavi. Pourquoi le sage serait plus valeureux que le prophète? Parce que le prophète, Akadosh Baruch Hu se révèle en lui, mais il est déjà à un niveau supérieur, donc il ne fait que livrer, j'ai envie de dire, ce qu'il reçoit d'en haut vers le bas, alors que le chacham, par ce cadeau exceptionnel qu'on appelle l'intellect, qu'il va développer, donc cette sagesse qu'il va développer, va pouvoir l'amener à comprendre le monde avec plus de sens. D'accord? Donc automatiquement, puisqu'il y a un rapport moral, ça demande une humilité. S'il n'y a pas d'humilité, on n'a pas de chance. D'accord? Les plus grands scientifiques, comme vous le savez, sont d'une humilité extraordinaire. Et d'ailleurs, la preuve qu'ils sont des scientifiques extraordinaires, c'est en général parce qu'ils sont humbles. Pas? Ceux qui manquent d'humilité, en général, ils ne sont pas des grands scientifiques. V. Gvar, ok. Comment j'ai כתב? כבר כתוב בחובת הלבבות, רבנו בחייה, שיש לפעמים שב גדול מצדיק גמור. שב גדול מצדיק גמור. Parfois même, nous avons une réalité où celui qui a fait tchouva est plus grand qu'un homme sadique animé à faire la justice. Pourquoi? Yesh lemut meyuchedet. Il y a une complétion particulière chez Zesh lemut tchouva davka mishlimato. Le fait même qu'il passe son temps en réalité à vouloir se compléter tout le temps, à vouloir revenir tout le temps, à vouloir se renforcer vers Akadosh Baruch Hu. Le tzaddik gamour, a priori, il est déjà éclairé par la lumière, donc il n'aurait pas besoin de travailler.
Donc, on va dire, Chobot Levavot, d'après celui qui a à réparer, eh bien, il a plus d'envergure, il a plus de valeur, il a plus de lettres de noblesse que celui qui serait déjà tzaddik. Et là, שהדבר שקול עם אותה השלמות שיש לצדיק גמור, אינה מכריעה גם כן את השלמות של התשובה. En réalité, cela prend sens si la perfection qu'a déjà le tzaddik, qui lui est taillé par la justice, eh bien, elle ne va pas venir en contradiction avec celui qui se complète à faire teshuva. En gros, que nous dit le Rav à ce moment-là? Celui qui est le vrai tzaddik gamour, c'est celui qui est en perpétuel teshuva. Parce que le tzaddik gamour, d'abord, il n'existe pas, et surtout, le tzaddik gamour, en réalité, il est constamment à se dire que, eh bien, le monde doit avancer. Hein? Celui qui se dirait, pour le coup, moi c'est bon, je suis parfait, mais d'abord, c'est la preuve qu'il n'est pas parfait, et surtout, le monde n'est pas encore arrivé à son salut, à sa félicité. Donc, il est clair que si même je serais animé par une sorte de justice comme ça constante, eh bien, je ne pourrais pas me rassasier, je ne pourrais pas me contenter ou faire preuve de fainéantise et ne pas justement continuer à travailler. Donc, inné, vous voyez, tu as une sagesse, tu as une capacité, tu as un esprit éclairé, diffuse-le, ouvre. La Torah, pour le coup, ne t'appartient pas. Ça rappelle ce que je me suis permis de dire, et c'est ça qui a suscité mon intérêt sur l'étude que je fais le jeudi sur les articles de Manito. Moi, je me régale. Mais quand j'ai commencé à ça, j'avais le sentiment de dire, mais c'est écrit en français, donc tout le monde sait le lire, il n'y a pas de problème. Mais combien de fois ça m'est arrivé, que ce soit Manitou, ou que ce soit même un texte de Lévinas, où j'avais lu, et je m'étais éclaté de rire en lisant ce texte-là. Et je le montre à un copain, en lui disant, regarde, c'est drôle. Et il a lu, il a rien compris. Donc, c'était pas du tout méprisant de ma part en disant pourquoi des trucs, mais parfois on n'est pas conscient. Tant mieux si grâce à lui, là, on a au moins ce petit talent qui peut permettre de diffuser cette Torah. Donc, cette sagesse-là, cette intelligence, donc n'importe quel domaine que ce soit, ça peut améliorer la créature. Tu as un devoir, bien évidemment, d'être utile et d'aider ton prochain par rapport à ça. C'est à cela que sert cette chokhma, justement. On a dit, tachlit de chokhma, c'est tshuva maasim tovim. שמוביל את האדם אל שלמותו, הוא אמונה וגם חוכמה. Sa perfection, c'est d'être attaché à la vérité, d'être attaché à la confiance envers Akadosh Baruch Hu, et est aussi, je répète, l'expression de la sagesse. Vous voyez pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le rapport éventuel et pas obligatoire de causalité entre la sagesse et la morale fait, je le répète, que dans un certain nombre justement de civilisations, vous avez des gens qui vont se dire très élevés spirituellement parlant, mais qui en réalité sont totalement primitifs au niveau du développement de leur société dans n'importe quel domaine que ce soit. C'est clair? Vous avez des exemples? Ça, j'ai une réflexion, je ne sais pas si c'est intéressant. Je me rappelle dans le cours de droit, on faisait la comparaison entre justice et morale. Bon, première année, oui, non, mais c'est intéressant parce que justice, quelque part, c'est sa sagesse qui juge. Et, tu te rappelles de la phrase que j'avais citée sur, et c'est un sujet qu'on a évoqué ensemble, la phrase que j'avais citée de comment il s'appelle, Dupond-Moretti. Tu te rappelles, j'avais cité cette phrase qu'on lui avait demandé, est-ce que de voter telle ou telle loi, enfin voilà, est-ce que c'est moral? Il avait dit, on s'en fout. C'est qu'en réalité, si c'est légal, c'est légitime. Et le problème, c'est pour ça que Dafka, justement, c'est très important ta remarque, c'est pour ça que j'insiste, la notion de tzaddik, c'est pas la justice au sens impersonnel du terme, pas au sens légal du terme. L'adéquation avec la sagesse. C'est la morale. Tu as tout à fait raison. Oui, mais c'est la morale. La sagesse, c'est la morale. C'est toute la dimension. C'est qu'au niveau hébraïque, encore une fois, on parle de Chokma, tu vois, Chokma, sa finalité, ce n'est pas de te remplir ton cerveau. Il y a une expression terrible qui dit Chamor noses sfarim. Notre objectif n'est pas d'être un âne qui a plein de livres dans la tête. D'accord? Souvent, j'ai dit, si vous voulez quelqu'un qui connaît vraiment bien la Torah, j'ai dans mon portefeuille une clé USB de Shoot Bar-Ilan, qui connaît plus de livres par cœur que moi. C'est une clé. Un ordinateur est beaucoup plus intelligent que moi. Donc, c'est cette problématique-là.
Oui, c'est ça. Il est plus instruit que moi au sens de ça. Mais ce n'est pas la sagesse, bien évidemment. La notion, encore une fois, de sagesse dans la tradition hébraïque, en irat Hashem hi ha-chokhma. D'être rattaché à Kadosh Baruch Hu, c'est l'expression la plus optimale de la sagesse. Mais du coup, quand on entend cette phrase-là, d'abord dans une autre langue, avec toute une implication, bien évidemment, culturelle, bah, on se dit du coup, bon, c'est un rabbin, mais j'aurais presque envie de remplacer par c'est un rabbin par c'est un curé. Ça veut dire bon, c'est un pauvre type, quoi. Il n'a pas d'ordinateur portable, il n'est pas pour le progrès, il n'est pas dans la modernité. Il n'a certainement pas été à l'université, parce que c'est un rabbin. Le mot sagesse lui-même. Tu comprends pourquoi Le mot sagesse lui-même, ça englobe tout, qui fait le rapprochement avec un côté. Oui, mais dans la culture française, ou en tout cas la culture occidentale, je n'ai pas le sentiment que ça soit automatiquement, et c'est pour ça que tu as ta remarque entre sagesse et morale, elle ne paraît pas si évidente, le lien entre les deux, parce que justement, dans les langues, en tout cas en français, comme en anglais, comme en allemand, il n'y a pas un lien qui est rattaché aux deux. Alors que quand on parle justement, quelqu'un qui est érudit, quelqu'un qui est donc un Ben Torah, c'est un Talmid Chacham. On n'a pas dit un Talmid Rav ou un Talmid. Non, Talmid Chacham. Il est rattaché à la Chokhma. On n'a pas dit Askala, on a dit Chokhma. Et les Talmides continuent chaque fois. Ça, c'est l'humilité. Mais la valeur de la parole qu'on est en train de tenir, c'est la parole de la Chokhma. La finalité de cette sagesse, encore une fois, n'a de sens que pour ça. Ça veut dire aussi que tout progrès technique qui pourrait exister eh bien, est fabuleux si ça la permet à l'homme eh bien, de pouvoir être allégé dans des tâches difficiles, d'être plus digne en tant qu'homme. Vous savez qu'une des problématiques qui est bien connue à notre génération, c'est la problématique d'Internet, à propos d'Internet. Vous avez certains qui vont vous dire Internet, c'est une bonne chose, d'autres qui vont vous dire Internet, c'est une mauvaise chose. Je ne suis pas certain que, je comprends les dangers, mais je ne suis pas certain que la vérité soit l'une ou l'autre de ces alternatives. Je pense qu'au contraire, c'est que je met entre nos mains des éléments qui permettent au monde d'aller mieux, de pouvoir justement s'améliorer. Je pense qu'il y a un sens à cela, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. C'est ça toute la difficulté. D'accord? Et donc, c'est justement cette chokhma, elle a de sens que quand elle est rattachée clairement à Tchouva, on a dit Maasim Tovim. C'est pour ça qu'il nous dit aussi que l'expression de la perfection, c'est la Emouna. Et la Emouna, je rappelle, ce n'est pas la foi. La Emouna, c'est d'être constamment confiant et rattaché à Kadosh Baruch Hu. Et cette confiance envers Kadosh Baruch Hu, eh bien, est aussi l'expression de la sagesse. Qu'est-ce qui va faire qu'on va gagner la guerre, comme il est coutume de dire, ou les guerres, quelles qu'elles soient? Ben, il suffit de lire les Teilim, et puis on va gagner les guerres. Non, c'est pas vrai? Ah ben oui. Voilà, il suffit d'avoir un bon fusil, un bon M16, un bon tabor, et on va gagner. Non plus. Enfin, c'est Chokhma, et Emouna, et Chokhma. D'accord? Quand on est malade, eh bien, on va chez le docteur, et il faut a priori lire aussi les Teilim. Je dis a priori parce que si on n'a pas eu les Teilim et qu'on voit que Baruch Hashem, on est guéri malgré tout, c'est que Akash Baruch Hu est très miséricordieux avec nous. Pas? Mais il serait impensable, comme j'ai coutume de dire à des jeunes élèves de temps en temps, et parfois certains y croient, c'est ça qui me démonte, qui me désole, c'est faites une bénédiction pour que je puisse réussir l'examen de mathématiques, le bac blanc, le bac que je vais passer. Alors, je n'ai pas de problème à faire une bénédiction, je la fais avec plaisir, mais qu'on soit bien clair, celui qui a lu les Teilim pendant 3 mois en espérant que grâce à ça, il va réussir son bac, je ne le conseille pas. C'est ça? Il y a pire. C'est ça le truc, Aval. Mais l'idée, c'est Manitou, j'ai évoqué cet exemple avec le paquet de sucre. Il va demander à sa mère si tu peux faire une bénédiction, si tu peux me donner une recette pour que je puisse réussir le contrôle. Et sa mère, elle est allée, c'est une sadéquette, c'était la fille d'Amit Chacham et tout ça, c'est pas non plus n'importe qui. Et il raconte, sa mère, elle est allée chercher des morceaux de sucre, elle a mis dans du papier d'aluminium et elle lui a donné. Tiens, si tu as travaillé, si tu as étudié, tu vas réussir. Sinon, tu ne vas pas réussir. C'est tout. Et encore une fois, on parle de Talmidei Chachamim de cette envergure. C'est-à-dire que si c'est Daïd Beïta, on va dire c'est un hérétique.
Mais on ne peut pas dire de Manitou que c'est un hérétique. Que Dieu préserve. C'est ça? Omnam, AFDel chez Bené. Mais la distinction, malgré tout, entre la Emouna et la Chokhma, puisqu'il y a une nuance. שהשלמות שאפשר לה לאמונה, להגיע אליה מבלי חוכמה, אפשר להיות צדיק גמור. On peut être un homme juste. On peut être un homme qui est animé à faire le droit, à être droit. Si je le disais un petit peu dans des mots un peu différents, on n'est pas obligé d'avoir un doctorat en philosophie hongroise pour automatiquement être un homme qui fait le bien autour de soi. D'accord? Daïno. Chez Loïs Ge Bezek Klal, il ne va pas se tromper tout court, il va être encore une fois, dès qu'il va au contraire étudier, puisqu'on sait pertinemment, il y a une mitzvah pour chaque juif pour le coup, il y a une mitzvah qui incombe à chaque juif d'étudier la Torah, quelle que soit sa capacité intellectuelle. Mais il y a une mitzvah, clairement, encore une fois, de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Parmi ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est d'étudier la Torah. Est-ce qu'on a tous la même capacité intellectuelle? Certainement pas. Ça ne veut pas dire que certains pourraient se comporter de manière droite et honnête et d'autres non. Même à lui, pour le peu qu'il va étudier, eh bien, cela aura un impact utile. Gam terem itrasku kochotav, avant même, encore une fois, de renforcer ses forces, les folles maasim tovim, avant même qu'il soit habilité à. Tu as pris l'handicapé tout à l'heure. Est-ce que l'handicapé, ok, il a pas de bras, ou bon, il peut être dispensé de mettre les tefilines. Et alors, ça l'empêche de faire d'autres mitzvot? Pas parce qu'il est sur une chaise roulante qu'il ne peut pas avoir un certain nombre de mitzvot à accomplir. C'est là. Yochal, im kolzet, comme zot, l'archom, marchavot, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas, je sais pas quoi. Tu peux avoir des pensées justes, des pensées pures, des pensées cohérentes, qui t'amènent à meviot lo, irat Hashem, betov lev, qui vont t'amener malgré tout à avoir un cœur, encore une fois, contrit, bon, animé par, encore une fois, l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Yochal mi katnuto, même dans sa petitesse, mais dans son étroitesse, mais et ericho baemuna, quand il commence un peu à pressentir ce lien qui le rattache à Akadosh Baruch Hu, al pi chinuch orim ire Hashem, quand il a des parents qui sont, encore une fois, qui lui enseignent cette crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez que dans ce que nous dit ici le Rav Kook, on ne va quand même pas dire qu'on est capable d'être un bon juif, si on disait ça avec cette expression-là, uniquement après avoir étudié un certain nombre de livres, et que si on n'avait pas étudié ces livres-là, alors c'est clair qu'on va être pourri. C'est pas vrai. Ça se développe par la suite. Mais on ne va pas dire à nos grands-mères qui étaient analphabètes, non, vous ne valez rien. Ça m'est insupportable. Maintenant, il est vrai que plus on va renforcer cette émouna par cette connaissance, par cette étude, il est évident que ça prend encore plus de poids, plus de cohérence. Omnam, Ashlemut, She'elea Tzarech Chochma. Donc on a deux perfections. La perfection au niveau de la émouna, qui me pousse à faire ce qui est droit, parce que je suis rattaché à Akadosh Baruch Hu, parce que grâce à Dieu, j'ai des parents qui m'ont éduqué dans un certain cheminement qui m'amène automatiquement à être attaché à cette condition de juif. Pour paraphraser Manitou, quand les gens ils ont toute une identité juive compliquée, on a tendance à oublier celui qui est Stab Yehudi, ce qui est dans l'écrit, juste juif. Alors, tout le monde est en train de se prendre la tête, oui, mais quand même, est-ce que tu comprends, c'est la conjoncture. Mais est-ce qu'on peut aussi encore penser à quelqu'un qui est Stam Yehudi, juste un juif sympathique, qui ne se prend pas la tête toute la journée. Voilà, le Stam Yehudi, d'accord? Et il y a aussi la dimension justement donc, de la sagesse, de la perfection au niveau de la sagesse. Akarat ha'emuna, mais bli akara atzmit pnimit, mitzad ha'chokhma, lo tavi elea. Si, clairement nous dit le Rav, si on a une reconnaissance justement de la emuna, mais qui n'est pas rattachée à, j'ai envie de dire, cette étincelle qui m'anime, alors on ne peut pas arriver à la sagesse. C'est-à-dire qu'en gros, si d'un point de vue idéal, idéologique, alors on pourrait se dire, je suis rattaché à Kadosh Baruch Hu, je fais ce qu'il faut, je fais ce qu'il attend de moi, mais sans étudier la Torah, et j'y arrive, à long terme, ça va pas durer.
pas, il faut automatiquement y rattacher aussi le biais de l'étude pour pouvoir, encore une fois, atteindre cette sagesse authentique. Elle va prendre toute sa cohérence, toute sa force. qu'on dit, Veyadak et Hachem. Mais la date, justement, la date est Hachem. J'ai souvent rappelé cette problématique-là. Le danger, c'est de croire que par l'intellectualisme, eh bien, nous allons arriver à être un juif cohérent. Et je ne le pense pas non plus. C'est-à-dire qu'il est important qu'il y ait cette inclinaison, ce lien avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'il est là. Et sur cela s'ajoute la dimension fondamentale de l'étude. Elle ne peut pas venir au détriment de ce lien naturel. Et si on a un lien naturel avec Akadosh Baruch Hu, ou s'il n'est pas, alors il faut d'abord le renforcer là-dessus pour arriver à ça. Il y a beaucoup de gens qui sont partis de sagesse sans pour autant avoir étudié. Il y a des gens où c'est naturel chez eux. Ça sort de la peau. Je suis navré de te décevoir. Tu vois que c'est pas ce que dit le Rav Kook. C'est pas ce que dit le Rav Kook. Moi, je crois que. Bah, tu peux le croire. Comme tu crois, tu peux le croire, mais ça marche pas. À long terme, ça ne marche pas. Et malheureusement, dans toutes les communautés qui sont montées en Israël, pour le coup, la grande difficulté du rapport des parents aux enfants a été beaucoup axée sur cette problématique-là. C'est-à-dire que les parents qui sont venus parce qu'on a grandi avec le grand rave, le grand baba, le grand tout ce que vous voulez, et on continue à perdurer une certaine nostalgie même de cette spiritualité-là, quand elle n'est pas rattachée à l'étude, transmise avec la modernité, avec l'affrontement des réalités quotidiennes, alors il a été malheureusement souvent le cas que l'enfant se casse la figure. Est-ce que quand on a cette dimension-là rattachée à l'étude, est-ce qu'on est épargné et on n'a pas de problème et on ne se fait pas ça? Je n'ai pas dit ça non plus. Mais il est certain qu'au niveau de la génération, et c'est ce qu'a souvent soutenu le Rav Kook, notamment dans Marador sur l'article pour comprendre la génération de la Géoula, il est impératif d'étudier, il est impératif de comprendre les défis qui sont lancés à la société hébraïque et de les affronter par le biais de la Torah, mais au sein de cette société, pas couper cette société. D'accord ? Nous avons affaire aujourd'hui à une dimension, cela dit, encore autre, et qui fait qu'un certain nombre de gens, eh bien, trouvent beaucoup plus sympathique, on va dire, comme j'ai coutume de l'expliquer, le monde dit Haredi, parce que c'est beaucoup moins engageant que ce qu'un juif avec cette Torah du Rav Kook transmet. C'est beaucoup moins engageant. Tu fais ce que tu veux, tu fais ta vie, juste tu fais Shabbat, tu manges kasher, etc. Et j'exagère un peu, mais c'est un peu un problème. Quand on est engagé justement dans cette dimension de la sagesse rattachée à l'étude et l'étude rattachée à la sagesse, pour reprendre ce que m'a soulevé Hana, le da'at, da'alifnemia ta'omed, ce n'est certainement pas qu'au niveau intellectuel. Comme, eh bien, il est toujours bon de se rappeler que Adam yada et Chava ishto, que l'homme connaissait son épouse, elle est entrée enceinte à ce moment-là. Donc, ce n'est pas qu'une connaissance intellectuelle. Si la Torah a jugé bon de parler de la da'at, c'est de tout, comme dira David, de faire en sorte que tout mon être, eh bien, est intimement rattaché à Kadosh Baruch Hu. C'est ça la difficulté, mais c'est à ça qu'on aspire en tant que nation. D'accord ? Et la rédimension que je parlais tout à l'heure d'un monde idéal, d'un monde parfait où la justice serait rattachée à la morale, pour les civilisations qui s'en sont pour la plupart désespérées, qui s'en sont voilà, ça reste de toute façon une utopie. Pour nous, ce n'est pas une utopie. D'accord ? Notre retour sur notre terre s'inscrit dans cette dimension-là, au fur et à mesure. Achal, alo achochma, la volée Adam, rak, achara limud. Je reprends ta remarque. La sagesse va venir que après l'étude. Je me troque la sagesse. Ben oui, mais c'est ça toute la problématique. La sagesse, Sinon, tout ce que tu dis, c'est très sympathique, pas de toi personnellement, mais tout ce que tu dis, ça peut être très sympathique. Je vous avais dit une fois une anecdote qui m'est arrivée dans un de mes cours, il y a des années de ça, quelque part. Il y a un père qui m'a dit, mais de toute façon, moi, je pense que le Beth Amikdash, il va sortir de terre. Mais comme ça, sortir de terre toute construite. Et je lui dis, mais sur quoi tu te bases pour dire un truc pareil? Non, mais c'est ce que je pense.
et ça se base sur personne. Mais enfin, personne ne sait pas. Et surtout la phrase « personne ne sait de toute façon ». Moi, j'adore quand les gens ils me disent « mais personne ne sait ». Donc, personne ne sait. Viens, on prend toute ma bibliothèque et on la jette à la poubelle puisque personne ne sait. Il y a un moment donné, sous prétexte de pseudo-humilité, il y a un orgueil terrible. Et l'orgueil terrible, c'est de se dire que je ne sais pas ce qui va arriver au moment de la résurrection des morts, je ne sais pas ce qui va arriver au moment de l'avènement messianique, mais je sais aussi que non seulement je ne le sais pas, mais le Rambam, le Gaon de Vilna, Rashi, le Maharal de Prague et le Rav Kook ne le savent pas non plus. Et c'est totalement être imbu de soi-même d'entendre une parole pareille. Mais lui, Rachid le Maharal, encore une fois, c'est un des grands privilèges que nous avons, puisqu'on parle d'études, on parle de sagesse, ce que nos maîtres ont transmis depuis des millénaires. D'accord? Et il s'adresse à un lecteur, à quelqu'un qui est intéressé à, encore une fois, à évoluer moralement. Donc, s'il n'y a pas celui qui pressent, justement pour le coup, n'a aucune chance d'arriver à la sagesse. Alors, donc, ça veut dire que le mot sagesse lui-même ne doit pas exister. C'est le mot en français qui trompe. Ce n'est pas le même sens, sagesse en français et sagesse en hébreu. Il ne peut avoir de sage chez nous que si on a étudié, parce que le mot sagesse, il n'existe pas. Il a déjà été traduit. Oui, mais c'est la traduction. Ça n'a pas le même sens. C'est la traduction française que tu veux que je fasse. Non, mais je m'en fous, si tu préfères une autre traduction, si je dis intelligence, on a un problème parce qu'on peut. Je ne traduis pas. On peut être quelqu'un d'intelligence sans avoir étudié. Si on parle d'instruction, donc on est dans le rapport intellectuel, mais qui n'implique pas une dimension morale, donc c'est le terme de sagesse qui est le plus habilité. Mais je suis très honoré. C'est ça, je ne vois pas d'autres termes qui peuvent à peu près convenir. Je sais pas, tu vas à notre terme. Je veux dire que le mot sagesse, c'est l'application. C'est fort. En hébreu, n'aurait aucun sens par rapport à la sagesse occidentale. Bienvenue. Je te réponds, bienvenue. Mais plusieurs fois, tu nous dis cette chose. Je suis trompé par le mot sagesse. C'est pour ça que je pose des questions. Mais je te remercie, mais c'est vrai que c'est le problème. C'est pour ça que j'essaie de faire attention quand on traduit des choses. On n'a pas le choix. Je dis, il n'y a pas de mots. Et l'étude. Il n'y a pas de mots. Le sens, vous voyez à quel point le sens de Chokhmah, encore une fois, a un sens bien précis. Alors, le mot sagesse me gêne. En français, Chokhmah, c'est Askala. Non, non. Chokhmah, ce n'est pas Askala. C'est ça. Il y a en hébreu, en français, il y a une différence malgré tout entre intelligence et instruction. Oui. Mais la notion Askala et l'intelligence, on va dire, c'est la Chokhmah. Mais ça me pose problème parce que l'intelligence ne suscite pas forcément l'étude. Non. Tu peux être intelligent. C'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que je n'ai pas trouvé le meilleur précis que ça. Je ne pense pas qu'il peut y avoir de termes plus. Parce que le terme de sagesse implique aussi une dimension morale. Je sais pas, quand j'ai l'impression, d'accord? Quand on parle de quelqu'un de sage, on parle de quelqu'un qui, a priori, est quelqu'un de moral. Malheureusement, et c'est là où effectivement tu te vends dans ce que tu as dit, le problème supplémentaire, c'est qu'en général, quand on parle de sagesse ou d'homme sage, eh bien, on parle de quelqu'un qui est en retrait de la société. Ce qui est un autre problème en soi, mais qui est aussi un problème terrible. Vous avez l'homme chacham par excellence, si on peut dire, c'est Moshe Rabbeinu. On ne peut pas considérer Moshe Rabbeinu comme ayant été coupé de la société. Au contraire, toute sa vie, il n'a œuvré que à réparer la société. Donc, il était vraiment très inscrit dans toutes les dimensions qui régissent, encore une fois, le futur État hébraïque. Oui, mais il est inspiré de toute façon. Mais quand tu dis inspiré, il y a cette notion de prophétie qui est connotée. Et donc, tu n'as pas la place pour l'étude. Alors qu'en réalité, puisqu'on est encore une fois dans ces parachutes de Bereshit, tu comprends que Yaakov Avinu, pour être Yaakov Avinu, il a dormi pendant 14 ans sur une chaise. Il a étudié la Torah et il n'a pas dormi dans un lit pendant 14 ans. Donc, s'il a étudié pendant 14 ans, il faut bien comprendre encore une fois que, hélas, ce que parfois certains le croient, et c'est dans ces moments-là où je me permets d'avoir un soupçon, et je m'en excuse d'avoir un soupçon de prétention, mais je dis souvent, je suis arrivé en Israël il y a plus de 30 ans, je ne parlais pas un mot d'hébreu, c'est pas, grâce à Dieu, Akash Baruch Hu m'a aidé, mais je ne me suis pas réveillé un matin en me disant, ah,
Je suis inspiré. Non, je me suis cassé les dents, je me suis cassé la tête, j'ai dit des bêtises, je suis revenu, je me suis rétracté. Et c'est pas fini. Donc, c'est un travail qui est fondamental. Et moins que ça, on ne peut pas y arriver. Et certains croient maladroitement qu'on pourrait y arriver. C'est pour ça qu'il nous dit, Achochma, encore une fois, n'apparaît que après le limoud. C'est même pas en même temps que le limoud. C'est ça que c'est intéressant dans la précision du terme. C'est achar à limoud. C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient qu'on a atteint une certaine sagesse au moment de l'étude. Et quand on commence à faire le puzzle dans sa tête, c'est qu'on commence à comprendre quelque chose. À peu près. Mais je crois qu'il est même plus, il est peut-être plus, d'ailleurs plus, il est peut-être plus instruit qu'intelligent. Je pense, okay. Et je pense que malheureusement, oui, mais justement, je pense qu'il a un esprit qui évidemment est aiguisé, mais je pense qu'il est plus instruit qu'intelligent. Parce que l'intelligence, encore une fois, elle s'en veut aveuglée, elle s'en veut, j'ai envie de dire, un petit peu désamorcée quand il y a l'orgueil qui prend le dessus. Et je n'ai pas l'impression qu'un certain nombre de ces gens qui sont des bons grands intellectuels ne sont pas un peu aveuglés par leur orgueil. Mais ça n'engage que moi. Hein. Non, mais c'est peut-être vrai. D'accord. Décevant de les entendre. C'est un peu l'impression que j'ai, quoi, malheureusement. En Israël, c'est décevant de les entendre. Passage. C'est ça. En tous les cas, poursuit le Rav. Donc, Rak Achar Limoud, vous voyez, Gam Achar Shgia. Évidemment que tu peux tromper. Évidemment que tu peux trébucher. Qui est un Adam Omed al Divrei Torah. Et là, Imken, Irshal Baen. Si j'avais le sentiment d'avoir dit que des paroles extraordinaires depuis 30 ans, d'abord, ça serait bien orgueilleux. Et surtout, ce qui parfois peut m'angoisser. J'ai dit une bêtise, j'ai dit une phrase qui n'est pas à la hauteur. On s'efforce. Mais évidemment, il y a que celui qui ne fait rien qui n'a aucune chance de se tromper, a priori. Quand on est sur le terrain, on peut se tromper. On essaye de se protéger, mais on peut se tromper. Nimtsa chez les Olam, Tavoa Chochma. Donc la sagesse va constamment venir pour l'etaken eze ma'uvat akodem. La sagesse, justement, elle permet de faire un retour, de réparer, de se remettre en question. D'accord? C'est ce que dit le Rav dans les grottes sur le fait que quand on parle de créer un monde et d'en détruire un autre, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il façonne des mondes, ça c'est le Midrash, il façonne des mondes, Boré Olamot ou Machrivotan. Constamment, il construit et détruit des mondes. Et on dit l'homme aussi. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Et le Rav met en évidence le fait que quand on a arrivé à ébaucher une idée, et puis qu'on a abordé une autre idée, eh bien, pour arriver à cette autre idée, on a quelque part dû détruire la première idée pour mettre en place la seconde. Donc, on est constamment aussi en train de détruire des mondes et d'en reconstruire d'autres. Mais il y a un sens. Ce n'est pas de déconstruire pour déconstruire. Ça vaut bien dans cette thèse à venir en l'homme. Beyoto, Kvar Ishmaase. Elle apparaît en l'homme quand il est déjà dans l'action. Pourquoi c'est très important? Parce que là encore, si on est philosophe, pour le coup, aimer la sagesse, on est coupé du monde. Tu dois être philosophe. Tu te mets en recul, tu es dans ta cour en train de réfléchir, on sort de Rodin, sur les choses. On peut parler du rôle de père, par exemple, qui quand même demande une certaine rôle de parent, qui quand même demande une certaine intelligence, pour le coup. On peut en parler pendant des heures et des heures, mais tant qu'on n'est pas père de famille, c'est du vent. On peut donner des conseils extraordinaires pour, je sais pas, pour se marier, pour éduquer des enfants, qu'est-ce qu'il faut faire avec nos ennemis? J'ai la stratégie. Vous connaissez cette problématique-là? Je n'ai pas compris. Tu es chef d'état-major? Tu es premier ministre? Ferme ta bouche. Tu es en Israël? Tu es en France? Il faut un minimum, encore une fois, justement, d'humilité et d'être conscient. Soit sur le terrain, soit acteur, tu parleras après. Mitor, il est prêt à agir. On va étudier 3 heures sur l'amour d'Israël. Tu rentres à la maison et ta femme, elle te demande de l'aider quelque chose. Ah non, j'ai pas le temps. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait pendant 3 heures?
J'ai appris la Havat Israël. Tu n'as rien compris. Velo istapek b'marchavot, velo istapek b'marchavot tovot levad. Ah, j'ai un bon fond. J'ai des bonnes intentions. Ça ne veut rien. Imken, tachlit ha'emuna yeh gam ken liot tzadik mi'ikaro, donc d'être rattaché à Akadosh Baruch Hu a réellement, encore une fois, un sens en voulant faire ce qui est juste. Les filles ARR chez Tiskakeu et Munato Leze, selon la valeur, encore une fois, que tu vas lui donner, en laquelle tu vas avoir confiance. Vous savez que combien de fois il m'est arrivé d'évoquer cette idée quand on voit un phénomène, quel qu'il soit, dans la société, pour le coup, dans la société hébraïque qui m'anime. Oh, ça ne me plaît pas. Et on a des termes, parfois, qui sont comme ça, très radicaux. C'est du Chilul Hashem. C'est une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais cette expression-là, elle a un sens. Sur quel paramètre tu as décidé que quand un soldat avait tué un enfant à Gaza, tu considérais ça comme du Chilul Hashem? Sur quel paramètre? Quelle est ta base? Quel est ton référentiel pour dire un truc pareil? Parce que malheureusement, ce qui se passe, c'est que ce qui est véhiculé, pour le coup, je reprends mon propos, ce n'est pas la sagesse qui vient après l'étude, c'est, on dit Trouchat Beten, c'est un sentiment personnel, c'est du ventre, c'est un premier jet de ce que je pense, de ce que je crois être censé être l'image de la moralité, l'image du vrai, l'image de la justice. Donc automatiquement, je vais me tromper. Donc ça demande une vraie réflexion, et comme j'ai coutume de le dire, la première réflexion qui doit venir à la tête de l'homme, comme d'habitude, homme, femme, qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que pense Akadosh Baruch Hu de ça? Est-ce que Akadosh Baruch Hu considère que c'est juste ou c'est pas juste? Il peut y avoir un acte qui est problématique, qui sent pas bon, c'est aussi un problème. Même quelque chose qui est juste réellement, mais qui va créer une tension inutile avec mon prochain. C'est pas souhaitable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu non plus. Mais il faut que la base de ce référentiel de cette réflexion, elle soit inscrite encore une fois dans la volonté d'être cohérent, donc de faire le bien, Maasim Tovim, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Toute ma sagesse n'a de sens que dans cette dimension-là. N'est-ce pas? Donc, Ve shiachzik be marchavot tovot, Ve amitiot. Des bonnes pensées, mais c'est intéressant l'expression qui est utilisée en plus. Marchavot tovot, Ve amitiot. Non seulement elles sont bonnes, mais elles sont vraies. Combien de fois nous pouvons être confrontés au sentiment de faire un truc bien, mais qui en réalité est totalement absurde et totalement abject. Je veux même penser, on va dire les Kav Zechut, encore que bon, notre ami Bougui, il est peut-être même persuadé qu'il est en train de sauver l'humanité en parlant comme il parle. Non, mais encore une fois, j'essaie, tu vois, d'être de genre. Mais c'est une catastrophe. C'est totalement absurde, totalement abject. Encore, j'essaie vraiment avec genre Kav Zechut, genre on va donner ça. Que je pense que l'orgueil aussi, il a un petit peu aussi, il a paru aussi un petit peu. Mais c'est un problème. Marchavot tovot ve'amitiot beinatzlo, justement. Quand est-ce que tu sais qu'elles sont vraiment bonnes et justes et vraies, que c'est émet, quand tu as réussi à surmonter, à affronter toutes les déotes kosvot veraot, toutes les idées mensongères et mauvaises. Et vous voyez, de la même manière qu'on a rattaché le bien à la vérité, on a rattaché le mal au mensonge. Donc, à l'échelle de la nation, il est évident que, pour ces textes-là, à l'échelle de la nation, il est évident que ce qui m'importe d'abord, c'est qu'est-ce qui est bon pour la nation hébraïque. Si c'est vrai, alors c'est vrai. Mais tu ne te rends pas compte, on ne peut pas conquérir le Liban et faire des caravanes au Liban. Pourquoi? Parce qu'on va avoir la guerre contre le monde entier. Bon, je comprends ton inquiétude. Mais dans le fond, est-ce que le fait de mettre une caravane à Beyrouth, est-ce que c'est juste ou c'est pas juste? C'est bien ou c'est pas bien en tant que tel? Après, on réfléchira comment est-ce qu'on met en acte l'idéal. Mais d'un point de vue de la vérité, est-ce que c'est juste, c'est bien, c'est moral ou non? Mais on n'est pas
on n'est pas comme eux, on n'est pas impérialiste comme eux. Mais c'est faux. Ça appartient à Eretz Israël, donc la question ne se pose pas. On ne peut pas sacrifier une bête, c'est quand même très inhumain de comme ça de sacrifier une bête, de couper. Comme quelqu'un m'a dit une fois, on n'est pas comme les Arabes avec le mouton et machin. Et d'abord, on n'est pas comme eux, c'est eux qui sont comme nous, pour le coup. Si c'est juste d'amener un agneau sur le mont du Temple, donc c'est juste, donc c'est moral, donc c'est vrai. C'est tout. Aval, tachlit chokhma, la finalité de cette sagesse, i tshuva shel tikkun haïvut. Encore une fois, la finalité de cette sagesse, j'espère que c'était clair, la finalité de cette sagesse, c'est donc de réparer ce qui a été déglingué, ce qui a été abîmé, et aussi de compléter, donc justement, le monde, chez Kadam Lo, Kodem chez Amad à la chokhma. En fait, celui qui est animé par la sagesse, eh bien, il veut faire le bien tel qu'il le voulait dès le départ, mais qui n'avait pas les ustensiles, les éléments pour pouvoir mettre en place ce bien, pour pouvoir le réaliser pleinement. Parce que malheureusement, vous avez aussi l'inverse. J'ai des mauvaises pensées, je vais réussir à, comment on dit, réquisitionner toute la Torah pour justifier mon comportement. Exemple, je suis colérique, mais la Torah, elle dit justement que c'est bien de montrer qu'on n'est pas indifférent à la réalité. Donc, tu vois, quand je casse la vaisselle, eh bien, c'est justifié puisque la Torah elle-même prône l'idée que c'est bien d'être colérique. Là, je vous ai fait bonne salade. Encore une fois, l'humilité qui accepte cette idée qui reconnaît cette idée qu'on peut se tromper, qu'on peut trébucher, et que si on voit quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on pensait être juste, on est capable de se remettre en cause, encore une fois, pour retrouver cette cohérence claire, nette vis-à-vis de la Torah, de ce qui a été dit ou de ce qui a été entendu, parce que parfois on va tenir un propos qui peut-être est juste, mais qui n'est pas entendu comme il se faudrait, comme il se devrait. Okay. D'accord? Ou maasim tovim, donc des actes positifs, des actes justes, chez les varer, maasim atovim, c'est comme quel chokhma atzmit. Pour savoir si tes actes sont bons ou mauvais, là aussi, il faut un éclaircissement clairement attaché à cette sagesse. D'accord? Donc, la teshuva, je vous dis rapidement à Laura, la teshuva, elle influe clairement sur mon comportement, puisque ma volonté, encore une fois, est juste. Vous savez pertinemment que quand il y a une controverse, comme il est bien connu, la controverse entre Beth Hillel et Beth Shammai, pourquoi est-ce qu'elle a un sens? Parce que l'objectif de Hillel et de Shammai, tous deux, c'est la vérité. Alors que l'objectif de Korach, par exemple, n'est pas la vérité, mais l'orgueil. Donc elle ne peut pas découler, elle ne peut pas déboucher sur quelque chose de positif. Quand on a justement cette volonté d'être attaché à la sagesse, mais de point de vue vrai, authentique, alors automatiquement, ça va découler sur quelque chose, encore une fois, de cohérent. Tu n'es pas encore droit, mais tu vas le devenir. Parce que ta volonté, c'est d'être rattaché à la droiture. C'est clair sur ce point? Bon, c'est bon, on va commencer Guimel maintenant, tant pis. Non, je voudrais vous permettre de vous avancer ça, ces trois derniers points. Donc, Orotatchua, Orotatura et Orotatura. Oui, mais là, sur la feuille que vous avez, vous avez encore trois sources que je ne vous ai pas citées. Non, c'est pour ça que je vous dis. On va, non, on va pas faire maintenant. Et ça vous va, on poursuit ça la prochaine fois? C'est oui, mais tu comprends, c'est ça la difficulté. Cette philosophie-là, elle a un impact absolument dramatique, bien sûr. C'est tout le problème. C'est que le philosophe grec est tout sauf moral, puisque son intellect a pris le dessus. Non, non, je ne voulais pas finir ça maintenant. Mais c'est juste, ça vous ennuie pas qu'on finisse ça la prochaine fois? Bien sûr. C'était à l'époque du Beit Sheni. C'est bien sûr que c'est. À l'époque du Beit Sheni, quand il n'y a plus malheureusement de paroles prophétiques, en Extrême-Orient, ça laisse la place à la mystique, la sensibilité poussée à l'idolâtrie, puisque c'est ça, le cœur pousse à l'idolâtrie. Et dans le monde occidental, nous avons l'intellect qui prend le dessus et qui amène la philosophie. La prophétie, ce n'est pas une situation extatique. C'est ce moment où il y a une pleine cohésion, une pleine symbiose, j'ai envie de dire, entre la tête et le cœur, et entre le cœur et la tête. Il n'y a plus,
parce que justement, il y a une déchéance morale, malheureusement, qui fait que ça se sépare, et donc, on part en exil. D'accord? Est-ce que le shiur